C'est génial. Il y a une nouvelle option maintenant sur Zoom qui me dit en anglais, des fois que je ne l'aurais pas su, que l'enregistrement était en acte. On va dire acte. Pourquoi acte? Parce qu'effectivement, acte, acte théâtral, acte spectaculaire, en tous les cas, merci beaucoup Isabella Plutta d'avoir accepté cette 7e invitation pour un séminaire qui n'en est pas vraiment un, même s'il a lieu tous les 27 pour 11 rendez-vous de novembre 2020 à septembre 2020. C'était un, c'est très précis. Pourquoi? Parce que ça prépare d'autres rendez-vous. C'est quelque chose qui est modulable, modulaire et qui est satellite de rendez-vous dont on fêtera l'année prochaine les 20 ans, journée d'études qui s'intitulait Scénographie et technologie, la première ayant eu lieu à la Bibliothèque nationale de France autour d'un scénographe avec lequel j'ai travaillé, qui a beaucoup influencé les questions, on va dire, de la scénographie qui ont pris un nouveau sens 20 ans après, mais en tout cas depuis le théâtre, après son électrification, après son informatisation et maintenant sa numérisation. Et pour préparer les 4e rencontres scénographie et technologie, je me suis dit que c'était peut-être bien de lancer quelque chose dans cette période pandémique où tout le monde est tourné vers les webinaires, voilà, les visioconférences, de faire un clin d'œil, non pas un clin d'œil idéologique ou avec ma thèse et ma lecture de l'histoire de la scénographie ou de l'histoire du théâtre à travers Jacques Poliry, mais d'inviter de manière fraternelle, conviviale, des gens qui ont des choses à dire ou des gens qui ont une pratique, pas uniquement sur la question du plateau, mais au sens large, et particulièrement aussi les gens qui éditent des livres. Et c'est pour ça que je vous ai sollicité, Isabella, plus tard, parce que vous êtes, donc je prends, ça c'est très protocolaire, mais c'est important, vous êtes docteur ès lettres, critique de théâtre et traductrice. On peut trouver sur votre site internet isabellapluta.com d'autres informations, comme le fait que vous êtes d'origine polonaise de la Haute-Silésie, vous vivez à Lausanne depuis 2003, vous enseignez le cinéma à l'École supérieure de théâtre, teinturerie à Lausanne et chercheuse associée au Centre d'études théâtrales au Laboratoire de culture et humanité digitale de l'Université de Lausanne. Si je vous ai proposé d'intervenir aujourd'hui, c'est pour de nous parler en avant-première et c'est pour ça que c'est enregistré. Donc, s'il y a des gens qui ne souhaitent pas apparaître avec leur caméra vidéo pour la diffusion a posteriori sur YouTube, eh ben, on peut aussi se servir de ma voix, écrire les questions dans le chat qui est ouvert. C'est une idée de pouvoir être au travail en petit comité. Donc, on ne recherche pas une diffusion très large, mais le direct est important. C'est pour ça que ce n'est pas enregistré, ce n'est pas une communication enregistrée, c'est un direct, un échange avec qui veut venir ou a envie de poser des questions, où personne n'a le savoir sur un autre. Donc, c'est quelque chose où effectivement nous sommes tous des étudiants, nous avons tous quelque chose à apprendre et qu'on désire aussi après diffuser pour transmettre aux personnes qui soit n'ont pas pu assister ou soit des personnes qui veulent en entendre quelque chose a posteriori sans être avec la prise de risque du temps réel. Donc la prise de risque, moi je vous en remercie. Vous avez carte blanche dans le sens où ce n'est pas une communication, vous êtes surchargé de travail, mais surtout vous allez pouvoir nous parler d'un projet dont je vous laisse nous donner le titre de l'ouvrage et qui est un ouvrage bilingue et qui m'interroge beaucoup de par ce que j'ai pu évoquer en petite introduction. Voilà, je crois que c'est à vous, Isabella. Merci beaucoup, Franck. Merci également pour cette invitation et merci aux participants d'être là et pour cette présentation du livre qui va sortir en automne. Et donc, c'est vrai, c'est en avant-première. Et donc là, j'ai préparé un PowerPoint. Donc, je vais faire écran partagé. Voilà. Et donc, il s'agit d'un ouvrage qui est une anthologie et dont le titre est Scène post-numérique, anthologie critique d'écrits et d'entretien d'artistes, et qui a aussi un titre anglais, Post-Digital Stage Critical Anthology of Artist Statement and Interview. Et c'est un livre qui a été élaboré pendant presque 5 ans. C'est un travail long, exigeant, mais très passionnant, puisque l'idée n'était pas partie d'une journée d'études ou du colloque ou d'un colloque. Donc,
ce livre ne présente pas des actes du colloque, mais d'une idée de rassembler vraiment des écrits et des entretiens, éventuellement des manifestes des artistes. Donc, tous ces artistes qui travaillent avec la technologie numérique. Et j'ai visé principalement le théâtre comme point de départ et les spectacles vivants comme point de départ pour partir aussi vers toutes les formes hybrides et intermédiaires. Et, le titre fait référence au livre livre très connu, la Bible de tout ce qui est performance technologique et spectacle technologique. C'est Digital Performance de Steve Dixon. Et pour discuter aussi l'idée proposée par Matthew Causey dans son livre Post-Digital Stage. Donc l'idée est d'interroger où se trouve la scène par rapport à ces paradigmes, comment elle explore le numérique, sur quel niveau, qu'est-ce que cela fait à la scène, à ses différentes composantes, et est-ce qu'on va un peu plus loin que le numérique, dans quelle direction la scène pourrait se diriger. Et je vais peut-être dire 3 mots sur les étapes de la production, de l'élaboration de cet ouvrage, puisque l'idée m'est venue durant mon postdoc que j'ai réalisé à l'université de Lyon 2 et à l'ENSAT, à Lyon également, où j'ai réalisé une enquête avec 13, oui, metteurs en scène français. Donc, c'était des questions qui leur ont été envoyées et ils m'ont répondu. Donc, toujours ces metteurs en scène qui travaillent avec la technologie. Alors, les réponses qu'ils m'ont données, les textes, parfois des entretiens, étaient très intéressants. Et je me suis dit, peut-être on pourra élargir ces propos vers d'autres pays, vers d'autres artistes. Et j'ai lancé, je l'appelle, deuxième appel à cet ouvrage. Et donc c'est vrai que l'écho et les réponses étaient très satisfaisantes. Et beaucoup des metteurs en scène et des artistes performeurs ont répondu à cet appel en déclarant leur volonté de collaborer, d'écrire soit un texte, ou ils proposaient des textes programmatiques ou de faire un entretien. Et la troisième étape de cet ouvrage était une invitation de ma part des quelques collègues scientifiques, chercheurs, qui s'occupaient vraiment des zones géographiques très concrètes, très spécifiques, et qui accompagnaient aussi ces artistes, puisque parfois on ressentait un besoin, ou l'artiste même le manifestait clairement, d'un dialogue, d'être un peu dirigé, voilà, surtout de pouvoir dialoguer avec quelqu'un pour pouvoir écrire son texte. Et là, est-ce que le PowerPoint bouge? Alors, pas de notre côté. On voit la flèche. Là, Oui, on voit un deuxième slide qui commence par ouvrage dirigé par Isabella Plutard. C'est le voilà, deuxième slide. d'accord. Et donc, je tiens à souligner que je suis directrice de ce livre, mais sur la couverture et à l'intérieur, donc il y a ces collaborateurs dont je viens de parler qui sont mentionnés. Donc, il s'agit de Margot Dacheux, qui est doctorante, bientôt docteur à Paris 3, Hervé Gué, qui est professeur à l'Université des Trois-Rivières au Canada, Simon Hageman, qui est Prague, à l'Université de Nancy,
et Eugénie Pasteur, qui est enseignante, mais aussi qui est une artiste et qui travaille à Londres. Donc, c'est vraiment des collaborateurs sans lesquels moi je pourrais pas faire un livre aussi riche, puisqu'il a environ 550 pages et qui ont vraiment travaillé énormément pour contacter, rencontrer, dialoguer avec les artistes de l'aire zone géographique. Donc, parfois aussi, ils ont réalisé des traductions si l'entretien ou le texte était écrit dans une langue autre que français ou anglais. Et donc, voilà, il y a vraiment beaucoup de pays dans ces livres, beaucoup des artistes, plusieurs pays européens, la France dont je parlais tout à l'heure, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne, le Canada, le Japon, les États-Unis, l'Australie. Voilà, tous ces artistes sont dans cet ouvrage. Et peut-être quelques mots sur la structure, parce que c'est peut-être ça qui va nous intéresser le plus. Donc, c'est un livre qui propose 7 chapitres et qui sont organisés d'une manière d'interroger les principaux paradigmes du théâtre, je dirais. Donc, il y a le temps, l'espace, l'acteur, dramaturgie. Il y a également le spectateur, le dispositif et le processus de création. Donc, autour de ces questions-là, les chapitres s'organisent et chaque chapitre, il possède une introduction théorique qui est rédigée par un scientifique, par un chercheur qui est spécialiste en la matière. Et ensuite, la partie des textes des artistes qui s'appelle Paroles d'artistes et qui se compose principalement de textes programmatiques ou des entretiens. Il y a très peu de manifestes. Donc, c'est surtout ces textes-là. Dans la plupart des cas, il s'agit de textes tout à fait nouveaux, inédits et vraiment élaborés pour cet ouvrage, sauf quelques textes, je dirais, historiques, comme le manifeste de Wooster Group ou le texte de Mark Riney sur la scénographie virtuelle, qui sont tout simplement réédités. Donc, je vais peut-être parcourir. Ah oui, donc nous avons eu de la chance et c'est un grand honneur pour nous puisque la préface a été écrite par professeur Steve Dixon, euh, euh, qui, qui a parcouru le livre et qui était aussi très enthousiaste par rapport au projet et puis ensuite par rapport au manuscrit. Alors, en ce qui concerne la première partie, il s'agit de la réflexion dédiée au temps, que nous avons intitulée Territoire nouveau temps inédit. Et là, il y a plusieurs questions qui sont soulevées. Donc, bien sûr, le rapport du réel et du enregistré, du direct. Et il y a aussi une réflexion de temps de la mémoire ou du temps historique. Ensuite, nous avons également la deuxième partie qui est dédiée à l'espace et qui porte ses sous-titres Déconstruire le réel, édifier le virtuel. De deviner, mais il s'agit vraiment de la question de tout l'espace d'aujourd'hui, virtuel, augmenté, partagé.
et, et comment ces espaces interagissent et interfèrent. Ensuite, nous avons décidé également de consacrer un chapitre à la dramaturgie. Donc, c'est un sujet très important pour le théâtre et aussi très intéressant puisque déjà avec l'écriture dramatique et sa différence avec l'écriture scénique, nous savons que la notion de la dramaturgie vit vraiment une grande transformation aujourd'hui. Et l'idée de ces chapitres est vraiment de montrer comment l'idée déjà dramaturgique peut se traduire à travers les dispositifs numériques et à travers le web tout simplement. Et, bien sûr, la question de l'acteur, c'est une grande question débattue depuis quelques années. Et déjà par rapport à la caméra sur le plateau et au filmage en direct, comment change la posture et la figure de l'acteur du spectacle vivant par rapport à ce type de dispositif. Mais ce n'est pas tout, puisque nous avons aussi tous les dispositifs anthropomorphes comme les robots et qui parfois sont placés, comme dans le spectacle de Orisa Hirata, dans la situation de jeu et en tant que partenaire de l'acteur vivant. Donc bien sûr, la question principale, c'est la présence et comment cette présence se conjugue dans un spectacle qui intègre ces différents types de dispositifs numériques. Cinquième partie qui est dédiée aux spectateurs, puisque c'est aussi une composante fondamentale, et avec le sous-titre entre les regardants et les regardés. Et c'est un chapitre qui soulève trois questions, on va dire, principales. C'est l'interactivité, l'immersion, mais aussi l'idée du gaming, qui est un thème peut-être assez récent et qui analyse les approches qui intègrent des stratégies de jeux vidéo dans des formes, on va dire, du spectacle vivant. Et donc c'est un sujet très important et très intéressant également, qui montre aussi le grand changement de la place du spectateur au théâtre. Et bien sûr, peut-être l'acteur principal de cet ouvrage, c'est le dispositif. Dispositifs numériques, robotiques, machiniques, toutes sortes de dispositifs qui sont intégrés dans le spectacle vivant et qui jouent une place très, très importante. Ce n'est plus ou c'est peut-être mal dit, ce n'est pas la seule fonction n'est pas une fonction scénographique ou illustrative, mais aussi une fonction participative où ce dispositif souvent est placé au centre même de la représentation. Le dernier chapitre est dédié au processus de création et notamment entre les différentes collaborations de la création scénique, mais aussi des sciences. Donc la question de la relation art-science est soulevée, et aussi plusieurs interrogations qui concernent le rapport artiste-scientifique, artiste-ingénieur, un thème aussi dernièrement en vogue et qui donne quelques pistes de réflexion à travers les travaux français, mais aussi canadiens et suisses.
Donc, ces livres souhaitent vraiment présenter des différents aspects, d'ouvrir les débats, peut-être parfois même provoquer un peu le lecteur. C'est un livre qui, sur le plan de contenu, est absolument unique puisque les témoignages, par exemple, du processus de création, les témoignages des acteurs, ce sont souvent des matériaux assez uniques ou même parfois restant seulement dans les archives du spectacle et que nous avons pu vraiment collecter et intégrer dans ces livres. Donc, cette anthologie finit avec une toute petite conclusion où voilà, je me pose la question dans quelle direction la scène actuelle, donc la scène numérique, pourrait se diriger. Est-ce qu'on est déjà dans les post-numériques ou est-ce qu'on va se diriger vers les post-numériques? Si oui, qu'est-ce que cela peut être? Comment ce post-numérique pourrait se traduire? Euh, Moi, je pense qu'avec cette question-là, je vais peut-être euh, ouvrir les débats, la discussion. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Franck? Je pense qu'il faut que j'ouvre mon micro pour qu'on puisse m'entendre. Et moi, je suis enchanté. On m'a dit que c'était un rendez-vous, allez, on va dire friendly, mais important, quel que soit le nombre. Donc, si tu veux t'arrêter là et ouvrir les échanges, je ne voudrais pas que ça devienne un monologue, ni non plus un dialogue à deux. Mais moi, j'ai beaucoup de questions, bien évidemment, déjà à travers les quelques éléments des 7 chapitres que tu nous as présentés. Mais on peut laisser la parole si quelqu'un veut réagir tout de suite ou pas. J'imagine, Lorenzo, que le rapport à la textualité est quelque chose qui doit t'intéresser. Moi j'ai des questions réserves, mais si on me laisse sur un marathon, tu le sais bien, Lorenzo. Donc, je vais te mettre en avant comme ça pour l'archive, pour être sûr qu'on ait une trace. Excusez-moi. Voilà. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Tout ça est très, très intéressant. Bien sûr, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore lu l'ouvrage. La question que je me suis posée, moi, c'est pas par rapport à ce qu'évoquait Franck, par rapport à la fiction ou à la littérature au sens large. C'est par rapport à cette notion justement de scène numérique ou post-numérique. Et je pense par rapport à la conclusion, à ce qu'il pourrait y avoir dans la conclusion de cet ouvrage et aux pistes qui éventuellement seraient ouvertes. J'ai vu bon, qu'il y avait été question des expériences déjà de scènes qui avaient été faites avec des robots, des créatures androïdes, des choses comme ça. Donc je vois que le livre a déjà été assez loin. Mais est-ce qu'il a été question du métaverse? Est-ce qu'il a été question d'expériences théâtrales? C'est qu'il y en a qui ont été menées dans des simulations de monde numérique, comme par exemple le plus connu des métaverses, c'est Second Life, où il y a déjà eu des expériences de théâtre où les spectateurs, entre guillemets, sont avatarisés et sont donc projetés dans la simulation de monde, ou en l'occurrence au sens très large de scène, et soit sont dans une posture de spectateur, soit sont dans une posture, entre guillemets, de comédien, de comédienne. Donc, je me demandais s'il y a eu des ouvertures de ce côté-là, des mondes numériques simulés. Alors, ils se font quelques projets à ce niveau-là. On n'en parle pas dans le livre puisque, par exemple, à Paris 8, il y a un projet dédié à l'avatar, l'acteur et avatar. Et donc, ce sont des projets qui essayent à aborder le jeu d'acteur déjà en relation avec l'avatar et même certaines vont encore plus loin en donnant
aux spectateurs des casques de la réalité virtuelle dans lesquels ces spectateurs peuvent interagir avec les avatars. Donc tout ça, ça se passe dans un espace scénique, dans un espace théâtral, désigné comme théâtral. Mais c'est vrai que le monde est très, très, très métissé, très hybride. Donc la question qui se pose, c'est peut-être même pas pour l'acteur ou les acteurs, comment jouer avec des capteurs, avec le costume, puisqu'ils doivent apprendre tout ça, évidemment. Comment gérer le geste, comment gérer le regard, la parole aussi, puisque avec l'image qui peut être imposante dans la réalité virtuelle, la parole, elle doit aussi prendre sa place forte. Mais la question se pose plutôt pour la collectivité. C'est un grand enjeu. Est-ce que les spectateurs qui ont des casques, est-ce qu'ils peuvent vivre la même expérience et collective comme ils la vivent au théâtre? Et c'est un peu ça aussi qui est interrogé par les artistes qui travaillent ce monde virtuel. Je ne sais pas si j'ai répondu, Oui, oui. mais c'est très récent, hein. En tout cas, en France et en Suisse. Certainement aux États-Unis ou au Canada, c'est encore plus avancé qu'ici. Bon, moi, je ne veux pas intervenir plus en amont parce qu'il y a eu de longue date des expériences, Lorenzo, à ce niveau-là, mais elle pose vraiment la question, pour aller dans le sens d'Isabella, du rapport au corps et la subjectivité du monde dans lequel on est. Et pour appuyer sur ma petite thèse, ce séminaire, il a écrit HAT, CES, qui veut dire Centre expérimental du spectacle, qui a été effectivement créé en 1960 par Jacques Polieri comme un lieu d'expérimentation, mais qui était sans mur. Et donc, c'est la question des murs aussi, quatrième mur, classique au théâtre, mais bon, pour faire quelque chose qui est pas totalement dans le non-sens, mais qui pose effectivement à travers ce que tu as dit, Isabella, de deux, trois informations du livre, tu as parlé du Wooster Group. Alors, le Wooster Group, je les aime beaucoup parce que je les ai rencontrés, j'ai vu leur spectacle, je les ai rencontrés dans un taxi la première fois. Voilà. Donc, c'est qu'il y a ce rapport à la vie et l'espace dans lequel on est, du rapport à la fiction, Lorenzo. Et donc, en fait, je me rendais dans ce lieu Ampac aux États-Unis, qui est un lieu qui a été dédié, je dirais, au son et puis aux nouvelles technologies par rapport au spectacle. Mais avant même d'être dans la salle de spectacle, dans le taxi même, je suis avec les gens du Wooster Group, enfin avec elle, la fondatrice. Donc il y a quelque chose de l'ordre du vivant, et quelles que soient les technologies que l'on peut mettre en place, utiliser, être dépendant. Mais donc ça pose une question. La question de quelle manière les murs virtuels ou réels sont présents dans le livre, parce qu'effectivement, on parle de scènes augmentées, dématérialisées, mais donc voilà, les limites, le cadre. Bon, après, j'ai une deuxième question, mais de quelle manière, effectivement, cet espace délimité, pas dans le temps, mais à travers les murs, est présent, ou comment toi, Isabella, tu le vois après cette enquête? Oh, c'est très variable, hein. Bah, moi, je dis que déjà numérique, c'est un sujet très très vaste et très complexe. Et moi-même, j'ai de la peine à dire que je m'occupe de ça, puisque il y a des sous-catégories qui sont déjà tellement avancées dans les différentes créations, mais aussi dans la réflexion théorique, que ça me semble quasiment au plus possible d'être une spécialiste du spectacle numérique.
Et donc, la question des murs et des limites, c'est vraiment défini presque chaque fois par les artistes. Et, euh, et en préparant ce livre, je me suis rendu compte d'un paradoxe que avec ces nouvelles approches et vraiment les dépassements de plusieurs frontières esthétiques, euh, les artistes, c'est eux souvent qui nomment ces nouvelles approches ou les nouvelles situations artistiques ou c'est eux souvent, même sans être conscients, puisque parfois c'est des termes de travail, mais la délimitation vient souvent des artistes. Euh, Parfois, ils n'ont pas du tout envie de nommer certaines choses, hein. Parfois, voilà, nous on fait ça, 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 mais on ne sait pas comment ça s'appelle. C'est un peu ça, mais les frontières esthétiques sont vraiment beaucoup, beaucoup poussées, transformées, et les formes émergentes ou expérimentales, c'est vraiment parfois très difficile à saisir théoriquement ou même critiquement. Euh, Donc, je dirais que la question de limite, de définition délimitoire est propre à chaque artiste. Artiste ou groupe. Moi, Oui, au groupe, voilà, au groupe, oui, je rebondis exactement. parce que ou vous nous avez montré, si on parle aux auteurs du livre, une image de Blast Theory, qui sont des Anglais. Et si on regarde bien, bah, Blast Theory, il y a le mot blast qui renvoie à un mouvement d'avant-garde du début du XXe siècle. Hein. Ouais. Pourtant, ils sont du début du XXIe siècle et ils ont récemment intégré, à partir de ce qui a été évoqué, de l'utilisation du jeu vidéo, en ligne, une plateforme qui met, alors c'est là, en jeu, en spectacle, en dispositif, en tout cas dispositif, ça c'est un mot que vous avez employé, mais Blast Theory, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de la théorie en action, c'est vivant, ça dépasse les disciplines et les frontières, c'est multi-support, mais ça reste quand même dans une dimension théâtrale, spectaculaire. En tous les cas, il y a bien au-delà du participatif, il y a bien des personnes qui sont d'un côté ou de l'autre. Soit plateau scène, soit écran de l'autre côté, acteur, mais il y a toujours une délimitation. Et ça, c'est la question subsidiaire. Est-ce qu'il y a dans votre réflexion, ou même simplement le nom apparaît, le nom d'Agamben, qui est un philosophe très connu, mais qui a écrit sur le dispositif avec quelque chose de très Oui, particulier. Il apparaît dans ce livre par oui, curiosité. oui, oui, il apparaît, oui, oui. Il apparaît dans la partie sur le temps et sur le dispositif, bien sûr. Et de quelle manière, si c'est pas, tu as en souvenir, tu peux nous en dire quelque chose ou pas? La manière où il apparaît comme ça de… Donc, c'est Julien Blais, un chercheur canadien qui écrit une introduction pour ce chapitre dédié au dispositif. Donc, lui, il se penche dans la première partie de son texte sur la définition. Qu'est-ce que cela veut dire, un dispositif dans un spectacle déjà vivant, mais ensuite dans un spectacle technologique. Donc, c'est vrai que Agamben, il est très présent dans sa réflexion. Mais je pourrais pas te dire en détail qu'est-ce qu'il a écrit. Non, mais il n'y a pas de question de piège, hein. Il y a juste des échanges et puis l'idée de donner envie de découvrir cet ouvrage. Parce qu'un ouvrage aussi, il y a cette dimension, allez, de la question de la langue, mais la langue au sens de quelle langue on parle, hein, du français, de l'anglais. Donc le choix d'éditer un ouvrage en bilingue, c'est pas évident. Moi, je sais qu'il y a 20 ans, c'était le choix qu'on avait eu pour cette journée d'études Jacques Polieri, donc c'était pas évident, parce qu'on est souvent confronté à ce rapport de la question du langage,
où, pour le coup, surtout en France, on y tient beaucoup, hein, et on tient beaucoup au sens. Donc voilà, moi je voulais, féliciter cet engagement qui est pas, si évident que ça, de faire quelque chose, non pas d'exhaustif, mais d'une anthologie, de faire un point. C'était ça un peu l'idée, de pouvoir faire un point, Tout Isabella. à fait. Oui, oui, tout à fait. Et puis, de garder les textes en anglais, qui restent en anglais, et les textes en français qui restent en français, c'est ça que j'appelle le bilinguisme. Mmh. C'était aussi voulu pour rendre cette réflexion complémentaire, puisque souvent, par exemple, l'idée du gaming, comme tu as mentionné, Blast Theory, c'est très développé en Angleterre, en Allemagne, un peu en Suisse. En France, on le confond avec escape rooms, ce qui n'est pas la même chose. Exactement, oui. Oui, Tu peux nous donc préciser cet aspect-là? Parce que c'est très important, je pense. Est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est je te laisse déplier. J'aimerais beaucoup. alors je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, parce que Blast Theory n'était jamais en France, par exemple. Bah, il y a des gens qui ont essayé, mais ils n'ont pas réussi à la production. Mais je ne peux pas parler tout le temps de moi. Donc, il y a aussi non, mais c'est une vraie question, mais là, j'ai une réponse. Mais je ne parle pas de Blast Theory parce que ce sont des amis, non, parce que ça m'intéresse de longue date et pour différentes raisons. Mais sur ces Oui, deux aspects que tu as bien précisés sur le rapport à l'espace, parce qu'il y a aussi un moment donné, on emploie des mots et on ne met pas la même chose derrière. Ça, c'est très bien. oui. Et cet équivoque de ce que tu viens de nous préciser dans l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il y a des textes en anglais, mais qui ne sont pas spécialement traduits en français. Non, non. Exactement. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui, moi, me rappelle une fausse compréhension qu'il y a, par exemple, dans le spectacle vivant entre Merce Cunningham et John Cage. Bon, il ne faut quand même pas oublier que Merce Cunningham a été un des premiers à utiliser les logiciels sur le rapport au corps et que dans cet apport des avant-gardes historiques qui sont très présents, mais il n'y a jamais eu de rapport synesthésique entre le son et le corps et tout ça est totalement décalé, au point qu'il y a même des contrepoints. Voilà, chacun travaillait dans son coin et c'était une espèce de chaos vivant qui faisait qu'il se passait quelque chose. Donc là, dans ce que tu pointes en disant, voilà, Blast Theory a une utilisation du jeu de vidéo, je dirais, qui est dépliée d'une certaine manière en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, et bizarrement en France, on confond avec autre chose. Et donc là, moi, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup parce que c'est un rapport à la salle. Oui. Certainement. Et donc, tu peux nous préciser la différence dans cette approche, puisque tu allais nous en parler. Alors, j'ai jamais fait ces escape rooms, malheureusement. Donc, je sais c'est quelque chose qui est proposé aux spectateurs qui se réunissent. Aux spectateurs, ça peut être aussi réalisé au sein d'une entreprise et qui vise vraiment de créer une communauté, d'agir ensemble, de trouver des solutions à un problème qui est proposé par celui qui a créé cet escape room. Donc, ils ont souvent un temps donné, limité pour trouver des solutions. Donc, ce que font les artistes tels que Blast Theory ou un groupe allemand jeune très intéressant aussi qui s'appelle Machina X. Il y a aussi des Danois qui s'appellent Signa. Et, en Suisse, il y a Extra Leben. Donc, eux, ils font ce que un critique allemand, Christian Racco, a nommé Game Theatre. Hmm. Donc, il propose quelque chose qui est vraiment réfléchi et pensé, qui reprend peut-être quelques principes d'escape room, mais qui propose vraiment des structures beaucoup plus complexes pour les spectateurs. Et c'est vrai que c'est joué dans des espaces, soit dans des théâtres ou dans des espaces qualifiés aires de jeu, des espaces théâtraux. Et donc voilà, Blast Theory, c'est un groupe qui réfléchit beaucoup, qui propose souvent non seulement un jeu interactif où le spectateur est amené à trouver
c'est l'oncle Roy, euh, mais qui souvent mêle à cette proposition artistique une réflexion beaucoup plus profonde dédiée aux transformations de la société, aux dispositifs technologiques, qui collabore aussi avec un laboratoire technologique à l'université de Nottingham, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et Mmh. donc c'est des formes qui lient vraiment des formes théâtrales avec ces stratégies de jeux vidéo qui peuvent être technologiques ou tout à fait analogiques et qui peuvent se réaliser dans des espaces urbains. Est-ce qu'il Mais je ne sais pas pourquoi en France on le voit de cette manière. Ça, je n'ai pas trouvé la réponse. Je sais que ça existe, cette fossé. Euh, Pourtant, la réflexion dédiée aux jeux vidéo est très, très poussée en France. on a invité, il y a une séance Matatses qui s'intitulait Théâtre immersif, où n'a pas du tout été évoqué ce qui est dénommé actuellement comme immersif et qui est un théâtre participatif, qui est encore autre chose, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, n'a pas été convoqué les expériences de Blast Theory, par exemple. Voilà. Mais je crois, et moi, je garde mon fil, mais en 1960, le Centre expérimental du spectacle est créé par Paul Hirry au même moment où il prend une critique de Guy Debord dans le cadre de son festival d'art d'avant-garde. Bon, évidemment, Guy Debord, pareil, le spectacle, critique du spectacle, mais des gens comme Blast Theory, en fait, on peut les qualifier de artistes avec une certaine forme de théâtralité, de mise en jeu, etc. Mais il y a aussi une critique du spectacle. Oui, Et donc là, il y a aussi toute une dimension qui nous permet de sortir des limites du bien entendu de dedans, dehors, numérique, pas numérique, mais mm, surtout avec un engagement pas idéologique, mais un engagement d'un point de vue de position. Et donc là, de position au sens du dispositif d'avoir une posture critique, pas critique, mais de déconstruction, de oui, dispositif. Et donc là, de ne pas jouer le jeu du spectacle. mhm, Peut-être, peut-être. Ça, c'est une piste de questionnement qui amène à la conclusion que tu nous as évoquée dans cet ouvrage, post, post-numérique, hein, ou post-humaniste. Voilà. Donc là, il y a des vraies questions aussi sur ce post. Est-ce que nous sommes dans une période de transition ou est-ce que nous sommes dans une période, moi j'aime beaucoup employer le mot d'environnement digitaux. Donc à partir de ce moment-là, on est dans un autre espace. Mais je ne peux pas être tout seul. Comment tu conclus sur ce questionnement? Ça reste une question dans cette anthologie, sans tout nous développer, parce que je sais que l'ouvrage est prêt, mais tu peux nous dire effectivement ce point non final, c'est une question, il y a une thèse à la fin de cette anthologie de ta part sur ce post-numérique. non, c'est plutôt une question. C'est plutôt une question, une ouverture, puisque ce serait difficile de faire une hypothèse lorsque le livre n'est pas à moi. Et là, j'ai rassemblé les différentes voix Mhm. et je laisse la possibilité de faire une synthèse ou de faire une hypothèse au spectateur. Mais je mentionne cette idée de posthumanisme et aussi de transhumanisme, parce que c'est quelque chose qui est fortement discuté, une idéologie. On ne sait pas vraiment comment les considérer, mais qui se penche aussi beaucoup sur le futur de l'artiste, puisque j'ai parcouru le livre de Gilbert Autois dédié au post-transhumanisme. Et là, il évoque par exemple trois types d'approches artistiques qu'on peut situer dans le transhumanisme. Donc le premier qui travaille vraiment la représentation, on va dire d'une manière un peu plus classique. Donc représenter une idée, comme on le fait au théâtre, introduire les symboles, transposer sur le plateau
Le deuxième la deuxième démarche qui peut se servir de la première, mais qui ajoute aussi des hypothèses qu'on pourrait travailler sur la scène. Et par exemple, l'homme prothétique, le cyborg, des idées un peu de science-fiction, mais que dans le spectacle, c'est réversible, c'est-à-dire qu'on va jamais voir l'acteur euh, qui va intégrer pour toujours une prothèse. Et la troisième démarche, c'est celle qui est hypothétique, ouverte et qui peut-être va voir les artistes justement à se transformer eux-mêmes dans cet esprit transhumanisme, de l'élargissement du corps, d'augmentation des capacités du cerveau, etc. Donc, donc voilà, c'est cet aspect-là qui est intéressant dans le transhumanisme, que je soulève un tout petit peu dans la conclusion, en laissant la question ouverte, parce qu'en fait, oui, nous ne savons pas dans quelle direction, mais c'est vrai que les inventions dans les neurosciences, c'est tellement rapide et tellement avancé que parfois j'ai l'impression que ça dépasse presque les propositions théâtrales et les métaphores théâtrales. Alors moi, je vais poursuivre, hein, parce qu'il est hors de question de clôturer une séance en dessous de 64 minutes. Oui, je travaille dans la numérologie aussi symbolique, donc c'est tous les 27 et jamais en dessous de 64, parce que 64, c'est le nombre de cases sur un plateau de jeu d'échecs. Tu nous as montré une photo de Marcelli Antunes Roca. Euh, en plus, je l'ai rencontré au moment où il a fait ses premières pièces qui s'appellent Episo. C'est quelqu'un qui Oui, c'est exactement je pense l'image que nous a montré, c'est Episo, hein. C'est une oui. pièce, voilà, dans laquelle il y a une articulation mécanique à partir d'une intervention du spectateur directement sur le corps. Mais si je parle de Marcelli, c'est pas pour déplier une science, bien que ça permet de comprendre un peu les images que tu nous as montrées et de voir qu'en fait, on a quand même une cartographie qui nous permet d'évoluer dans le temps et l'espace, puisque c'était les années 90, mais déjà, il se posait la question de l'intervention du corps, hein, et d'un point de vue de l'histoire de la modernité, c'est bien évidemment la question du corps dont il est question sur le plateau, à travers effectivement l'électrification. Marcelli Antunis Roca, quand il fait cette pièce, il quitte la Fura del Baos, de ce groupe effectivement de performeurs, où aussi derrière, il y a une question de l'expérimentation à la fin du XXe siècle, de ce monde qui quitte la mécanique et qui va rentrer de plein fouet dans un environnement numérique, hein, avec une informatisation galopante. Mais les autres membres du groupe, la Fiora d'Albao, se sont tournés vers l'opéra. Est-ce qu'il y a on sait par exemple qu'à Paris, il y a l'opéra, il y a ce qu'on appelle troisième scène, et puis sur ces questions d'immersion, tout ça est très, très à la mode, très tendance. Est-ce qu'il y a une entrée ou des références sur des recherches ou des mises en scène ou scénographie ou spectacles d'opéra dans ton ouvrage, dans votre autre ouvrage d'anthologie? Sur l'opéra, c'est beaucoup, beaucoup moins. Dans le texte de Peter Missoten, qui travaille aussi des fois l'opéra, je vais juste voir, Parce qu'il puisque y a il y a 65 textes dans ce livre. c'est pas mal, c'est bien. Oui, Donc ça fait 64 textes plus ton introduction. On est en phase. oui, voilà. Donc il y a mon introduction, non, il n'y a pas dans l'analyse. Là, j'ai essayé vraiment de cibler sur le théâtre et formes dérivées du théâtre. Donc, on n'aborde pas vraiment la danse, par exemple, ni l'opéra, Mhm. parce que c'est déjà des thèmes à part. Donc, c'est très complexe. Tout à fait. Ça va, en fait, je déplie pour qu'on puisse en comprendre quelque chose. Donc, c'est ce rapport au théâtre. Et alors, j'ai une question complémentaire là-dessus. Ce théâtre,
d'un point de vue scientifique, entre guillemets, hein, et là, j'en appelle à la culture d'origine polonaise, parce que, par exemple, moi, je suis un grand fan de Witkiewicz, qui est un grand dramaturge du début du XXe siècle. Et donc là, c'est aussi la question texte, dramaturgie, théâtre. Comment, d'un point de vue scientifique, dans ce monde qui n'est pas totalement post-humaniste ou post-numérique, on arrive à se dire, là, on est encore dans quelque chose qu'on va dire théâtral, voilà, sans aller chercher la question de la théâtralité, mais théâtrale, et là, on n'y est plus. Voilà. Comment tu as fait cette délimitation? Juste par le fait que les gens s'autoproclament? Par exemple, Blast Theory, ils disent oui, on fait un théâtre numérique. C'est ça ou il y a une méthode scientifique, entre guillemets, quelque chose propre à ta démarche? Oui, alors j'ai quand même spécifié, j'ai donné quelques spécifications dans l'appel au texte, que l'appel qui était envoyé aux artistes. Donc, entre autres, qu'ils devaient travailler avec les dispositifs numériques ou voilà, l'idée technologique. Et, voilà, d'une manière ou d'une autre, soit au niveau de jeux d'acteurs ou des projections d'images ou de travail sur l'espace. Et donc bien sûr, après, si on prend la table des matières, peut-être pour quelqu'un d'autre, un autre scientifique, il pourra dire à cet artiste, je ne le verrai pas ici. Pourquoi vous l'avez placé ici? Donc, moi j'ai fait ce choix-là. euh, oui, selon principalement le dispositif technologique, oui. Mais Et tout de les même avec une référence au théâtre affiché. Justement, le théâtre, c'était l'idée du départ pour délimiter et distinguer de la danse, par exemple, ou des arts visuels. Mhm. Mais au fur et à mesure de recevoir les textes, de connaître aussi la scène technologique, cette formule du théâtre, du spectacle vivant, elle devient vite dépassée, transgressée. Voilà, transgressée. Bien sûr. Moi, mais là, encore une fois, ça c'est pour ma petite histoire, pas que personnelle, mais Polieri a écrit un texte il y a très longtemps, c'est pas non plus il y a 300 ans, mais sur post-théâtre, pré-cinéma, hein, en essayant de toucher ce rapport à la projection, qui n'est pas nouvelle, mais qui n'est pas simplement que technique, qui est aussi une manière de vivre et respirer. De quelle Oui, manière notre corps, notre mémoire, notre cerveau, hein, va pouvoir vivre certaines expérimentations au-delà de l'utilisation de telle ou telle technologie ou toutes les décennies on nous sort une nouveauté, hein, ou quelque chose. Donc, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans cette anthologie, c'est que de par une recherche et une enquête depuis, on va dire, le champ théâtral, face à une réalité, bah, il y a eu ce parti pris de dépasser l'hexagone. Ça, c'est quand même très honorable, et de dépasser aussi ce qui est flagrant, les disciplines artistiques, mais qui n'est pas si évident que ça. La preuve, c'est qu'on arrive très vite à parler de compagnies dont jamais elles sont montrées en France, voilà, ou à se dire il ne s'agit plus de compagnies, il s'agit simplement d'artistes et de créateurs qui sont vivants et qui oui. s'autoproclament effectivement dans un dispositif qui est performatif. Et donc, il y a une réalité qui va très vite, mais qui dépasse là où nous en sommes dans l'Hexagone. Oui, oui, tout à fait. Donc, ces introductions scientifiques à chaque chapitre expliquent bien le contexte. C'était l'idée, donc nous avons bien discuté avec chaque auteur de l'introduction voilà, il est demandé de faire une topographie, de contextualiser le terrain dans lequel vont être présentés les textes ensuite artistiques. Et je trouve ça un choix judicieux parce que ça aide beaucoup à comprendre aussi ces textes des artistes, leur position, d'où ça vient, puisque souvent ces auteurs des introductions font des références historiques.
Et puis, ce sont vraiment des spécialistes en la matière. Ils connaissent vraiment le terrain, bien le terrain. Et donc, par rapport à cette, je sais pas comment les nommer, cette différence parfois entre la France et d'autres pays. Donc ça, on le sent déjà quand on travaille d'une manière scientifique ou dans la recherche, puisque les avancées bibliographiques ne sont pas du tout les mêmes, surtout quand il s'agit des spectacles, des réalisations qui sont très contemporaines. Et pour moi, c'était important de montrer quand même une vision assez large, puisque si l'idée du gaming est peu développée en France, cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Et c'est là où ce chapitre, par exemple, sur le spectateur, ou avec plusieurs textes justement sur ces formes théâtrales de l'interactivité, de jeu de spectateurs, qui explique justement, puisque c'est quelque chose qui en France n'existe pas ou existe très peu, on ne connaît pas, et puis ça comble vraiment une lacune. Donc la même chose pour quelques notions qu'on a laissées en anglais ou en français, mais surtout en anglais, puisque c'est ça souvent qui pose les problèmes de traduction ou qui n'existent pas encore en langue française. Euh, j'espère que ça va être complémentaire comme c'était l'idée de départ. Donc, nous avons vraiment souhaité compléter les informations qui se font dans de différents coins du monde, tout simplement. Est-ce qu'il y a, à travers cette enquête planétaire, des manifestations au sens festival ou centre de recherche, universitaire, pas universitaire, des institutions? Moi, j'ai eu la chance de visiter AMPAC avant les travaux, qui est un lieu dans lequel effectivement le Wooster Group a utilisé des 360 degrés, enfin, donc a pu, je dirais, faire une mise à jour un petit peu de ce qu'ils avaient l'habitude de faire avec les écrans sur la scène. Et c'est un lieu à côté de New York qui a été pensé, réfléchi après le ZKM en Allemagne par Johannes Goebbels. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un lieu qui a tenté, parce que alors d'aujourd'hui c'est différent, de pouvoir donner accès dans un espace à une expérimentation, une production en temps réel et vivante, qu'on appelle ça performance, post-théâtrale, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu as pu identifier dans cette enquête, dans cette anthologie, des lieux sur la planète qui sont effectivement de production ou de soutien, qui traversent effectivement cette dimension transdisciplinaire, on va dire, du théâtre? Oui, oui, il y en a quelques-uns. Le nom des lieux ou même leur spécificité apparaît dans les textes des artistes, des grandes figures comme Robert Lepage ou Hmm. Théâtre Bu de Denis Marlot et Stéphanie Jasmin. Donc, à travers leur approche artistique, ils évoquent aussi les caractéristiques des lieux qui leur permettent de travailler de cette manière-là. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a aussi des réflexions dédiées, par exemple, à la Chartreuse, encore pendant la direction de Franck Bochard et pendant les sondes. Donc c'est un texte qui relate un peu cette approche-là. Et après, oui, des endroits un peu plus spécifiques comme le siège de Cyril Test et de son groupe, ou encore le texte qui est plus historique de Marc Grinet, mais là,
René parle de cette possibilité de travailler à l'Université de Kansas. Donc, vraiment d'avoir accès à des dispositifs technologiques très différents et très, très bien équipés. Et oui, oui, donc les endroits dans la table ronde qui était organisée par quelques artistes finlandais. Là, il parle aussi des différents théâtres en Finlande qui sont vraiment dédiés à la recherche en nouvelles technologies, qui accueillent des groupes expérimentaux. C'est un dialogue très, très intéressant puisqu'on y assiste souvent à ces créations-là, rien que à cause de la langue. Mais voilà. Hum, j'ai fait beaucoup d'efforts pour avoir quelques témoignages ou des entretiens avec des artistes russes, mais c'était extrêmement difficile. Donc là, j'en parle même dans l'introduction, c'était même par des personnes qui sont en Russie, mais c'était impossible de joindre qui que ce soit. Il y a un nouveau lieu à Saint-Pétersbourg qui se tourne sur spectacle et nouvelles technologies et qui a accueilli un artiste français qui est venu nous en parler dans Math. Et il y a tout un séminaire en ligne sponsorisé, on va dire, par l'Institut français. Et j'espère qu'à travers cette rencontre de ce soir qui sera rediffusée, ça te permettra effectivement d'être invité par certains instituts français et de pourquoi pas d'être en contact avec ces gens à Saint-Pétersbourg. 64 minutes, c'est pas mal pour un livre qui compte 65 entrées. Est-ce que quelqu'un a une question pour Isabella? Oui, bonjour, j'appelle Marie et je vais mettre ma caméra, tiens. Hop, voilà, tant qu'on y est. Et alors, hop, voilà. Bonjour, bonjour Isabella. Déjà, merci beaucoup pour cette intervention. Et je voulais vous demander si, qu'est-ce que vous pensiez de l'agentivité en fait, parce qu'on parle de scénographie, on parle d'interface, de métaverse et de mondes en fait qui s'entrechoquent. Et comment est-ce que vous envisagez, par rapport justement à l'univers du théâtre, la part de prestations, j'ai envie de dire, presque d'un dispositif technologique? Comment ça pourrait, dans votre recherche ou dans votre ouvrage, si vous l'évoquez? J'ai pas compris la dernière phrase de. Comment est-ce que vous envisagez l'agentivité d'un dispositif technologique par rapport au théâtre, justement? Quelle est sa place? Comment est-ce que vous le comprenez? Oui. Alors, c'est vrai que au moment où les robots humanoïdes et chatbots sont entrés sur la scène, on en parle pas mal sur les agents digitaux et agents comme, oui, comme presque acteurs, puisqu'il y a des théâtres improvisés qui travaillent avec les chatbots et qui proposent vraiment des spectacles où le spectateur se perd dans cette différence entre l'humain et un logiciel. Et donc, je pense que la réflexion théorique demande encore beaucoup de travail, notamment dans les études théâtrales. Souvent, on comble les lacunes dans les études théâtrales en transférant des concepts des autres domaines scientifiques. Donc là, je pense que ce serait vraiment la réflexion dédiée à la robotique, à la relation, à interaction homme-machine. Et même si les concepts sont propres à ce terrain-là, ça vaut la peine de réfléchir comment on pourra euh, les adapter, les transformer, les ajuster dans la réflexion sur le théâtre. Mais je pense que c'est un terrain qui s'ouvre beaucoup et c'est encore très difficile, hein. J'ai vu des projets sur les chatbots qui essayent de travailler vraiment l'improvisation des acteurs présents sur le plateau avec un chatbot qu'on peut voir, qui est visualisé ou pas, mais qu'on peut entendre
aussi. Donc, voilà, l'idée vient aussi de deep learning, concept purement informatique, technologique, mais voilà, qu'on peut transposer sur le plateau. Donc, c'est très intéressant. Moi, j'espère que ça va se développer. Merci. Je coupe juste ma caméra et laisser la place. Isabella, moi je suis enchanté d'avoir pu échanger. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose d'autre? Il y a une date de sortie pour cet ouvrage, c'est l'automne, mais est-ce qu'il y a une date précise? Non, je n'ai pas encore la date. On attend les épreuves. Et on a vu sur le slide que tu nous as montré pour faire très français, pour l'image de ta présentation, c'est aux presses universitaires de Rennes, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Il y a un partenariat avec une université américaine aussi par rapport à Dixon ou c'est indépendant de son enseignement? Il a juste donné l'introduction. Il a juste donné l'introduction, mais sinon, il y a plusieurs institutions suisses, françaises, canadiennes qui ont vraiment soutenu l'ouvrage, puisque les demandes des subsides pour la publication sont tombées sur la période de première vague de Covid. Donc, c'était très compliqué et nous avons eu beaucoup de refus. Mais finalement, je pense que le budget, le livre a passé entre les gouttes et voilà, on a pu avoir un budget suffisant et le livre va se faire parce que c'est quand même beaucoup de travail et le moment n'était pas, le moment de préparation éditoriale n'était pas vraiment très heureux à cause du Covid, oui. Et je trouve que c'est une très belle dramaturgie pour faire un livre papier qui parle de post-numérique. Oui. Et je trouve que c'est une belle équivoque peut-être pour se souhaiter une bonne soirée. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une dernière question ou pas? Ou du tout? Non. Nous avons une séance relax ce soir. Moi, je vais juste évoquer quelque chose, c'est qu'il y a de fortes chances que la prochaine séance, on mette l'accent justement d'un point de vue hexagonal, francophone, sur de quelle manière on produit à travers les résidences, à travers l'accompagnement, que ce soit institutionnel, au niveau de l'État, au niveau de régional, et pas qu'en France, hein, peut-être aussi en Belgique ou en tout cas en Suisse, cette dimension pour qu'émerge une création post-numérique. Je crois beaucoup à cette question post-numérique. J'avais évoqué l'aspect post-scénographique dans un colloque il y a quelques années où je crois que nous avions participé tous les deux, les écrans sur la scène. Et Oui. petite information complémentaire, parce que nous avqui entendu Marie Molins qui est intervenue et qui a participé à une des séances sur Matatsès il n'y a pas si longtemps. On va certainement poursuivre ce séminaire sous une autre forme l'année prochaine, une forme totalement contemporaine, parce qu'on est réellement vivant, et donc obligatoirement, si on est vivant, on est contemporain, avec une incursion dans la langue anglaise. Voilà, ça c'est important et c'est pour faire sens et te tendre une perche pour nous redonner le titre de l'ouvrage qui est à la fois en anglais et en français. Et ce n'est pas une traduction, c'est vraiment le rapprochement des deux. Et on a bien saisi que c'était important d'avoir effectivement cette manière comme ça de travailler qui, moi, me fait penser à quelque chose qui n'est pas du tout synesthésique et peut-être un peu passé, c'est sûr. J'ai un petit côté un peu passiste, même si je suis totalement contemporain, entre ce que je disais, entre la manière de travailler de John Cage et de Merce Cunningham, qui est souvent fantasmé. Et parfois, il faut traverser le fantasme pour en dire quelque chose du réel. Donc, le titre de l'ouvrage, tu peux nous le rappeler? Scène post-numérique, anthologie critique d'écrits et d'entretien d'artistes et post-digital stage, critical anthology of artist statement and interview. Parfait. Et on peut trouver, si on a envie d'échanger avec toi, avec vous, directement le site internet isabellapluta.com. C'est bien ça?
Oui, c'est bien ça, oui, oui. Bien, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cet enregistrement et nous allons pouvoir enfin nous dire des choses entre nous. Merci beaucoup, Isabella. Succès à cet ouvrage d'anthologie, même si je pense qu'il manque quelques chapitres, mais on reviendra pour une anthologie numéro 2. Et là, maintenant, on va pouvoir se dire des choses entre nous, non enregistrées pour les gens qui n'étaient pas avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et puis, la prochaine séance, ce sera bien évidemment le 27 juin.